souvent je dis, je le dis dans je sais pas quel livre, hein, dans 11 heures du soir à la Borde. Des fois je dis, à 11 heures du soir, au clair de lune, je viens là sur la pelouse et je regarde ce truc. Et là je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Bonjour messieurs, Bonjour. Bonjour Philippe Chavaroche, que je connais depuis vraiment longtemps de la Fondation et qui représente ici l'association La Palabre, et François Pénaud-Desmoulins, qui lui est là pour les arts à souhait, parce que tous les deux préparent un événement dont j'ai mis le titre dans leur dos sur l'Ardoise, Qu'est-ce que je fous là, qui aura lieu à Bergerac et à La Force, entre le 3 et le 14 novembre. Ouais. Donc, ils sont là aujourd'hui pour nous parler un peu du pourquoi de cet événement et du contenu de l'événement. D'accord. Pour commencer, c'est une initiative de La Palabre. Oui. Donc, Philippe, si tu veux bien, Alors, tu vas nous parler de cette association qui travaille sur la psychothérapie institutionnelle et à partir de là. voilà. On t'écoute. Alors, bon, l'association La Palabre, donc, elle a été créée il y a une douzaine d'années au moins, par des anciens, notamment pas mal d'anciens de la Fondation John Bost, donc qui s'inscrit dans la dynamique de la psychothérapie institutionnelle, dont on pourra peut-être dire deux mots après, donc qui entend un peu préserver et continuer à faire vivre cette pensée, donc penser sur la psychothérapie institutionnelle qui est née notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, avec Toscaïès, Saint-Alban, Jean Houry, enfin toute... La Borde. Et donc c'est une association culturelle, on s'appelle association culturelle, on est rattaché à une fédération inter-association culturelle, puisque ces associations, il y en a un certain nombre en France, il doit y en avoir une quinzaine ou une vingtaine à peu près. Alors certaines qui sont rattachées directement à des établissements, hôpitaux psychiatriques la plupart du temps, ou certaines qui sont inter-établissements comme la nôtre. Voilà. Sur l'Aquitaine, en fait Aquitaine et Midi-Pyrénées, actuellement on est 4 associations. Donc il y en a une à Agen, il y en a une à Auch, et il y en a une à Cadillac, qui est rattachée à l'hôpital de Cadillac. Voilà, et donc Bergerac. Et c'est vrai que ces 4 associations, on a des liens très, très étroits, on a fait pas mal de choses ensemble, notamment il y a 2 ans, on a organisé la journée nationale, puisque tous les ans il y a une journée nationale donc, qui est organisée dans un lieu en France, et il y a 2 ans on l'a organisée à Bordeaux. On l'a organisé à Bordeaux, donc c'est 4 associations avec un titre général. Alors c'était autour des outils. C'était quels outils pour soigner la maladie mentale aujourd'hui. C'est vrai qu'on voit une prolifération d'outils, et bon, on a quand même eu envie de questionner un petit peu tous ces outils qui sont quand même présentés. Alors que pourtant, si j'ai bien revu, mais parce que moi je me suis passionnée à l'époque pour Gentis, pour tous les gens de l'antipsychiatrie, de la sectorisation après. Et en plus, quand je suis arrivée ici, c'était les débuts du docteur Philippe Gabaye à la Fondation, et c'était un moment où vraiment ça a décollé dans le soin. Absolument. Et dans le vraiment, c'était plus un asile, ce que ça avait été depuis le début, où on reléguait les gens pour qu'ils nous foutent la paix, et puis on attendait là la mort. Mais à partir de ce moment-là, et c'est vraiment, ça rentre vraiment. Voilà, tout à fait. Ce mouvement de psychothérapie institutionnelle dont on peut discuter. Toscaïès disait la psychothérapie institutionnelle, ça n'existe pas. C'est-à-dire, c'est une création permanente. Bon, ça porte ce nom parce que voilà. Surtout que lui, c'était un mélange de. C'était un vrai révolutionnaire. Il était communiste
et psychiatre. Pas communiste, anarchiste. Espagnol, oui, anarcho-communiste espagnol. Voilà, parti ouvrier. Oui, c'était un type épatant. Catalan, oui. Et effectivement, c'est ce qui a quand même permis de sortir de l'asile. On pourrait dire presque de l'asilaire. Hein, faire sortir. Voilà, si on introduit une différence entre l'asile, qui a plutôt une connotation noble, et l'asilaire, qui était ce qu'étaient devenus les hôpitaux psychiatriques et les institutions, hein, comme la Fondation. C'est vrai que c'était l'entassement des personnes, et puis quand même peu de considération pour les personnes, et peu de considération pour le personnel. Hein. Il faut penser que... le personnel souffrait beaucoup. Qui étaient des exécutants, qui étaient donc voilà, et donc ce mouvement de la psychothérapie institutionnelle a permis effectivement d'ouvrir les portes, hein, puisque la plupart des malades ne sortaient pas, ouvrir les portes et ouvrir les bouches aussi. C'est-à-dire qu'on s'est mis à se parler, les patients entre eux, les patients avec les soignants, et les soignants entre eux. Et donc la circulation de la parole a fait qu'on s'est mis à penser, à réfléchir, et à ce que tu décris, avec ce courant qui a renouvelé entièrement. Il n'y avait pas que la parole, il y avait aussi le travail, sortir, faire des choses, et ne plus attendre la mort sous cacheton, en gros. Tout à fait. Maintenant, tout à fait. Bon, on va pas... on est là surtout pour parler de votre événement, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a eu toute cette période où on a fait des pas en avant formidables dans le soin et et puis que maintenant, parce que je me souviens par exemple qu'à la Fondation, où vraiment je connaissais beaucoup de monde, il y avait ces fameuses réunions de synthèse d'équipes dans les pavillons, où ça permettait à la parole de circuler, où les psychiatres écoutaient les éducateurs, les aides-soignants, etc., et où tout le monde pouvait partager les expériences et les problèmes. Tout ça, tout d'un coup, depuis une douzaine d'années, a commencé à disparaître. Il n'y avait plus le temps, il y avait l'ARS, il y avait il fallait du chiffre, il fallait je ne sais quoi, on s'est agrandi. Tout à fait, on assiste presque, j'aurais presque tendance à dire, presque à une espèce de retour de l'asilaire. Alors bien sûr dans des formes modernes. Hein, oui, avec des camisoles chimiques il n'y a plus de grands murs, il n'y a plus de... mais on a l'impression qu'on revient effectivement un peu à une parole qui a de plus en plus de mal, notamment une parole des professionnels de base, professionnels qui sont au contact permanent tous les jours avec les patients ou les résidents, hein, puisque ça concerne aussi bien le médico-social que la psychiatrie. On a l'impression que la circulation de la parole, il y en a beaucoup moins, que effectivement on est plus dans des verticalités, hein, avec des managers, et que qui s'éloignent de plus en plus. Je vois dans certains établissements un management qui est totalement qui n'a plus aucun rapport avec la clinique. Hein, c'est-à-dire, la clinique, c'est ce qui se passe au quotidien et typologiquement au lit du malade, hein, c'est-à-dire au plus près. Et donc on assiste un peu à cette espèce de retour, pour moi qui est presque un retour en arrière, mais qui est habillé avec la modernité, avec un discours. Il y a des beaux discours, hein, mais quand même on voit le personnel, et moi j'en vois, puisque je continue à intervenir dans des établissements, que ce soit en médico-social ou en formateur. Oui, pour faire de l'analyse des pratiques, hein, c'est-à-dire écouter un peu le personnel. Et essayer ce qu'ils faisaient en interne et qui maintenant leur est proposé en formation. Oui, voilà. Et on voit effectivement quand même pas mal de professionnels qui souffrent, d'où la question « qu'est-ce que je fous là ?» Qui est une phrase de Houry. Alors, c'est une phrase de Jean Houry qu'on peut peut-être entendre de deux manières. Alors, Jean Houry, lui, il la disait de manière un peu dynamique, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on est dans la relation, il faut en permanence se poser la question de sa place, de sa relation. En fait, qu'est-ce que je fous là? C'est, voyons, comment je vais me situer dans la relation avec le patient ou avec... Maintenant, on aurait plutôt tendance à l'entendre de manière un peu négative. Qu'est-ce que je fous là? Je vais me barrer. Voilà, je vais me barrer. Est-ce que j'ai encore ma place? Quelle place je peux avoir? Et effectivement, beaucoup se barrent. Alors se barrent soit beaucoup d'arrêts maladie, beaucoup Ceux qui sont là se barrent et il n'y a plus de psychiatres qui se forment. Alors, il n'y a plus de psychiatres.
la présence médicale est quand même très réduite, ou alors elle est de plus en plus technique. Hein, c'est-à-dire, par exemple, ouais. j'ai entendu dire qu'à la Fondation, il n'y avait plus qu'un seul psychiatre. Oui, peut-être, oui. On est allé jusqu'à 5 à un moment. Oui, ben, bien sûr. Oui. Et effectivement, comme la présence médicale se réduit, elle est de plus en plus technique, c'est-à-dire essentiellement tournée vers les prescriptions. Qui sont nécessaires. Hein, les prescriptions de médicaments, effectivement, sont nécessaires. Mais il n'y a plus le dialogue, avec les équipes où, je veux dire, effectivement, chacun pouvait donner son point de vue, hein, sachant que le point de vue du médecin, bien sûr, a son importance et est nécessaire. Mais il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de moins en moins d'écoute. Voilà. Et ça, effectivement, c'est ce que la psychothérapie institutionnelle avait amené. Avait amené, effectivement, cette capacité de réfléchir ensemble, de parler, de travailler aussi. Alors, quand même penser que tous ces initiateurs de la psychothérapie institutionnelle étaient quand même tous psychanalystes. Et donc c'était aussi l'idée que la relation, et ce qui se passe dans la relation, qu'en termes techniques on appelle le transfert, et le contre-transfert, c'est-à-dire ce qui se passe dans la relation, c'est ça qui fait le soin. Hein, c'est ça qui est au cœur du soin, c'est la manière effectivement dont la relation va s'établir, comment le patient va venir projeter sur les équipes sa souffrance, ses difficultés, comment l'équipe va recevoir cette souffrance, qu'est-ce qu'elle va en faire, comment elle va l'élaborer, et comment on va retourner au patient, effectivement, une possibilité peut-être, de comprendre sa souffrance, d'en faire quelque chose, de l'élaborer, voilà. Ça a totalement disparu. Hein. Cette approche-là, alors ne parlons pas de la psychanalyse, qui est quand même... voilà... vilipendé et déclaré obsolète et tout, mais n'empêche que, effectivement, on ne travaille plus sur la relation. Hein. J'ai l'impression que la question de la relation s'est perdue et que maintenant on travaille effectivement sur des protocoles, sur des outils, des techniques, voilà, et que la question de la relation qui est quand même centrale, et d'où la question qu'est-ce que je fous là, hein, cette question, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce que je fais auprès de cette personne, voilà, quand elle délire, quand elle est agressive, quand elle est... Et on voit bien que là, il se passe des choses, et ces choses-là, on a de plus en plus de mal à en parler, quoi. Bon, voilà. On a fait notre petit couplet, tout va mal. Ouais. Mais quand même, ce projet de cette quinzaine qui se partage donc entre Bergerac et La Force, j'ai vu que c'était vraiment très bien équilibré, un jour à La Force, un jour à Bergerac, pas fait 3 jours partout. Mais je vous le dis, je l'ai remarqué, moi. C'était la disponibilité des salles, surtout. Donc, vous espérez... vous allez faire de la pub, oui. Vous pourrez vous servir de cette interview. Et vous espérez attirer des gens de la Fondation, par exemple. Alors, la Fondation, mais des services médico-sociaux. Okay. Bon, sur le Bergeracois, il y a tous les services de psychiatrie, notamment de pédopsychiatrie. Il y a les papillons blancs aussi, qui ont quand même une grosse... Voilà, il y a d'autres établissements. Il y a les MEX. Voilà, on essaye de sensibiliser un peu à la fois le secteur médico-social, qui est quand même sur le Bergeracois très important, et le secteur sanitaire, la psychiatrie. Alors... On va un petit peu demander à François de parler de ce qu'il fait avec les Arasoué en général, parce que sinon, il se dira, mais pourquoi ils m'ont fait venir? Il n'y en a que pour la psychothérapie institutionnelle. C'est très intéressant, hein, la psychothérapie institutionnelle. Alors... Ça a à voir aussi quand même, en fait. Mais historiquement, oui, l'association des Arasoué, elle existe depuis 2013. Elle vient plutôt de l'éducation populaire, même l'éducation spécialisée initialement, et puis de l'art brut, une espèce de mélange entre ça, entre différentes pratiques artistiques. Voilà, tout ça, ça bouge. On arrive là sur un champ qui commence maintenant à émerger, qui relève plus des droits culturels. C'est plus autour de ces questions-là qu'on bosse. Vous avez un lieu à la Gabrielle. Bien sûr, on a un lieu à la Gabrielle, qui est donc l'ancien lycée qui devient un tiers-lieu des transitions de l'Alba, et c'est là qu'on a notre atelier, c'est de là qu'on part, mais on se déplace, on fait aussi plein d'interventions avec beaucoup de partenaires sur le terrain. Donc nous, on promeut des projets culturels, artistiques, qu'on réalise en partenariat, si possible, avec les habitants, et qui résonnent avec le territoire. Et petite question, vous êtes subventionné généreusement?
On est subventionné, oui, sinon on n'y arriverait pas. Je m'en doute. On est subventionné par un petit peu par les communes, par la CAB, par le département, la région, l'État. On ne va pas tellement au-dessus de l'État parce que les dossiers européens sont un peu lourds pour nous, mais aussi par beaucoup d'appels à projets spécifiques sur des questions spécifiques. Ça fait qu'on arrive quand même aussi, nous, dans notre exercice associatif, à la fin des politiques territoriales. C'est-à-dire que nous, on finit sur le terrain des politiques qui sont décidées plutôt verticalement, quoi, mais qui sont plutôt, voilà, qu'on arrive à embrasser pour être utile aussi au territoire et pour porter aussi des projets qui nous semblent intéressants. C'est dans cet équilibre-là qu'on est, quoi. Et de là, votre association. Ouais, parce qu'on intervient. Ouais, on intervient avec les arts à souhait, on collabore avec pas mal de structures. D'accord. Là, on termine un projet culture et santé avec Vauclair, on bosse avec le CESAD, on bosse avec la Fondation John Boss. Quand je dis qu'on travaille avec eux, c'est qu'on fait des ateliers de médiation artistique. Moi, je suis médiateur artistique, je suis formé en tant qu'artiste plasticien, j'ai fait une formation d'art thérapeute médiateur, et ça fait 20 ans que je travaille dans des milieux médico-sociaux, quoi. Et où j'interviens avec des techniques éducatives. Je suis formateur aussi au CEF, donc on rencontre de temps en temps des étudiants. Et puis la Palabre, on s'est croisés parce qu'on organise avec les arts à souhait des cafés causons le samedi matin. Ouais. Où on invite des gens, plutôt du local, à parler de choses qui les passionnent. Donc, mais ça peut très bien être de la peinture, ça peut être des insectes, des arbres, du sport, voilà. Et à un moment, on a proposé avec la Palabre un café causon sur la psychothérapie institutionnelle, sur ce que c'était, ce que ça promouvait. Et voilà. Donc c'est là qu'on a pris contact l'an dernier, quoi. Ouais. Et puis comme c'est des questions qui moi personnellement aussi m'intéressent, parce que ces publics-là, moi je les côtoie, que je côtoie aussi les équipes, et que je monte des projets avec eux. Et que, voilà, comme aussi j'interviens au CEF auprès des étudiants qui vont devenir éduques, et du coup j'aime bien intervenir dans le centre de formation pour instiller des questions, des pratiques, parler de ça. Donc tu étais venu aussi sur la semaine éducative. On était venu présenter la psychothérapie institutionnelle à un groupe d'étudiants du CEF. Ok, alors on va commencer par le début, et vous commencez très fort le 3 novembre à la Force, par un ciné-débat avec le film de Frantz Fanon. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Alors ça s'appelle Mémoire d'asile. Ça s'appelle Mémoire d'asile. Mais c'est pas celui-là. C'est un film qui retrace donc l'histoire. Alors c'est un film qui a une vingtaine d'années, qui retrace l'histoire d'un grand hôpital parisien. Donc alors c'est Maison Blanche ou Villévrard, je ne me rappelle plus. Il me semble que c'est Maison Blanche. Enfin, en tout cas, ces grands hôpitaux psychiatriques parisiens qui étaient à la périphérie de Paris, et qui étaient voilà. Et donc ce film décrit la période asilaire, avec encore quelques témoignages de personnes qui ont connu cette période-là, c'est-à-dire l'enfermement, l'entassement des patients, puis voilà, l'univers pratiquement carcéral, quoi, et avec des infirmiers, puisqu'à l'époque, quand même, on commençait à former des infirmiers, mais qui étaient réduits au rôle de garde-chiourme, quoi. Voilà. Et donc, ce film décrit un peu cette période et montre aussi les ouvertures, puisque dedans, on va retrouver Bonafé, on va retrouver Guy Baillon, on va retrouver Hélène Chéniaud, enfin des personnes, des médecins, donc, qui ont été à l'initiative de l'ouverture de l'hôpital. Et donc, ce film raconte un peu tout ce cheminement, montrer un peu comment ça s'est ouvert. Et il nous a semblé important de le présenter, parce que c'est justement, peut-être ce qui nous manque actuellement, c'est la question de l'histoire. C'est-à-dire, on a l'impression aussi que notre secteur, il est sans histoire, ou alors qu'il rejette absolument cette histoire. Alors, c'est vrai que c'est une histoire, l'histoire n'est pas très glorieuse, l'histoire asilaire, l'histoire de l'asile, tout ça, mais n'empêche que c'est bien sur cette histoire-là qu'on a construit quelque chose, et bon, on pourrait dire qu'on est toujours un peu en risque du retour de l'histoire, ce qu'on disait tout à l'heure, un peu ce retour de l'asilaire, déguisé ou aménagé dans des formes modernes. Mais on s'aperçoit que peut-être il y a quand même les mêmes ressorts, ou en tout cas des ressorts qui sont un peu proches, qui se reproduisent. Et si on remonte un peu dans l'histoire, un peu
de vieille formation d'historien, on voit bien qu'il y a eu ce que Foucault appelait le grand enfermement, la période du 16e, 17e siècle, cette période de grand enfermement, les grands hospices parisiens, la Salpêtrière, Bicêtre. Ensuite, il y a eu l'ouverture avec les siècles des Lumières, Pinel, enfin l'ouverture, voilà. Ensuite, il y a eu de nouveau une fermeture avec ce que sont devenus les hôpitaux, les asiles psychiatriques créés par Esquirol, cette grande fermeture, une réouverture avec la psychothérapie institutionnelle. Pas que, mais enfin, avec ces courants-là, voilà. Et, au sortir de la guerre, il y a eu 2-3 exceptions, et en particulier à Lannemezan, l'hôpital psychiatrique de Lannemezan, qui était un des premiers hôpitaux sans murs. Psychiatrique, c'était avec Überschlag, il s'appelait. Überschlag, voilà, je cherchais son nom, Überschlag, tout à fait, bien sûr. Il y a mais tous les hôpitaux au sortir de la guerre ont eu, même Beauclerc a eu des ouvertures, enfin il y a eu ce mouvement d'ouverture. Et le risque là, moi, ce que je crains, c'est qu'on soit de nouveau dans une période un peu de fermeture. Alors est-ce que c'est après tout des cycles historiques ça, on ne sera pas là pour inéluctables? En tout cas, bon, on essaye au moins de... Voilà. Mais c'est vrai que voilà. Donc l'idée, c'est un peu de partir de cette histoire-là, peut-être pour essayer de... quand on pose la question, la psychothérapie institutionnelle, c'est quoi? C'est effectivement de montrer un peu qu'est-ce qui s'est passé et en quoi ce que ce mouvement-là a apporté reste peut-être toujours d'actualité. Alors, pas comme une méthode et pas comme un passé qui serait... mais comme quelque chose qui permet quand même de penser un peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans mon secteur. Ce sera à 20h à ce que moi j'appelais encore le foyer rural de la Force, mais ça s'appelle autrement. Alors ça, c'est la salle d'estrade. C'est la petite salle qui est derrière la mairie de la Force. D'accord, voilà. Ok. Sur la grande place. Sur la grande place, voilà. 20h le 3 novembre. Voilà. Le lendemain, c'est à la Gabrielle. Et c'est un atelier... Alors, c'est le 6, c'est le jeudi 6. Ah non, pas le lendemain, le jour suivant. Le 6 qui est un... C'est quoi comme jour de la semaine? C'est un jeudi. Jeudi 6, atelier d'écriture. Ouais. Et on en vient à la médecine narrative maintenant. Ouais. C'est marrant parce qu'il y a un médecin qui est maintenant installé à la Force, Pierre Boyer, qui a écrit un bouquin sur la médecine narrative. Ah oui, il a fait le DU, parce que moi je finis le DU. Là, il est venu avec la formatrice présenter son bouquin. Il intervient sur Beauclerc. Si vous regardez dans Canal Pourpre, on est allé filmer la rencontre. Je l'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps, la Pierre. Voilà. Oui. Donc médecine narrative. Bon, l'idée, on en parlait un peu avec François tout à l'heure, l'idée de la médecine narrative, donc c'est l'idée que pour parler de la souffrance, pour parler de la maladie, pour parler du handicap, bien sûr, il y a tout le discours scientifique, technique, tout ça, mais qu'il n'y a peut-être pas que ça. Il y a aussi, ceux qui en parlent, c'est aussi les artistes, les écrivains, qui parlent effectivement de ces choses-là, qui ont dit des choses, alors qu'ils l'ont dit à leur manière, effectivement, avec des formes littéraires, des formes artistiques, et que cette approche-là est tout à fait intéressante, justement. D'ailleurs, la rentrée littéraire 2025, c'est quasiment que presque ce genre de choses. Des gens qui racontent leur traumatisme, leur histoire, l'histoire de leurs parents. C'est fou, ça. Tout à fait, voilà. Mais ça s'inscrit dans la lignée notamment des travaux de Ricoeur sur l'identité narrative, le récit de soi, enfin tout ce courant-là. Et donc la médecine narrative, c'est une approche un peu, on pourrait dire, littéraire et artistique de la question de la souffrance, de la maladie. Et bon, je veux dire, c'est pas forcément un atelier là, de médecine narrative, mais en tout cas, on se sert un peu de ce support, on se servira de support de texte. Donc, je vais co-animer avec une amie qui est pédopsychiatre à Auch, qui, elle, a une grande habitude des ateliers d'écriture. Et c'est à 17h. Et c'est à 17h, voilà. Et à donc, la Gabrielle. L'idée, c'est d'inviter un peu à... L'idée de ces ateliers, puisqu'il y en aura un autre, l'idée c'était aussi de sortir peut-être un peu de la plainte, comme on parlait un peu tout à l'heure. C'est l'idée aussi que peut-être je peux dire des choses, je peux m'exprimer, je peux exprimer peut-être avec des formes là aussi artistiques, peut-être ce que je vis dans mon travail, comment je le vis, qu'est-ce que je traverse. Il y aura un autre atelier. Voilà, c'était l'idée de proposer des médiations, mais ça tu peux en parler toi peut-être. Pour le truc du 13,
on y passe ça. Ça marche aussi, mais ce que je voulais juste dire, ouais, c'est ce qui est intéressant justement avec le principe des médiations. Donc là, c'est l'écriture, ça pourrait être aussi une autre technique. C'est que justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va élaborer un travail de la forme. Donc une forme littéraire, il y a des outils et c'est un certain type de forme très varié. En peinture, ce serait autre chose, en sculpture, ça. Et c'est au travers du travail de la forme que peut se faire aussi un travail de suivi qui peut devenir thérapeutique, quoi. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le transfert contre transfert, pour lequel moi par exemple, tu vois, je suis pas équipé, je suis pas formé pour ça. Mais en médiation, ça se passe sur l'espace symbolique, qui peut être celui d'une page ou d'une peinture ou de quelque chose. Du coup, c'est là où moi, ça, je peux le faire parce que c'est pas en direct, quoi. Du coup, la médiation permet un tiers et c'est un outil, ce sont des outils passionnants pour ça, du moment qu'on y travaille la forme et qu'on a le temps pour ça. Voilà, du coup, c'est ramassé, mais c'est une manière d'aborder ça. Alors, le 12, on saute au 12 novembre. Alors, attends, il y a le samedi. Regarde. Le samedi, il y a un café causant. Ah, pardon, j'ai sauté le 8. Alors ça, le café causant, tu peux... le café causant, donc, ça aura lieu, on peut se donner rendez-vous à 10h30. Donc dans notre local, à l'espace Jacques Lagabriel, donc anciennement Alba, ou lycée, ou bahut des transitions. Voilà, pour le public, c'est encore un peu tout ça. La recyclerie aussi, donc c'est là que ça se passe. Quand vous rentrez dans la cour, c'est juste sur la gauche. On se rendra visible pour que vous ne loupiez pas. Et donc, un café causant, c'est ouvert à tous. Ce sera animé en partie par vous qui parlerez de ce que vous connaissez. Et l'idée, c'est de questionner, de discuter ensemble, de poser des questions. Donc là, il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de besoin d'en savoir plus que ça. Venez discuter. Voilà. Et c'est à 10h du matin 10h30. À 10h30 midi, Le samedi, vous n'avez pas peur que tous les gens soient au marché? Alors, on le fait de toute façon. Les cafés causons, c'est le samedi matin. Et on arrive toujours à avoir du monde. Effectivement, il y en a une partie qui est au marché. C'est vrai. Mais il y en a une partie qui nous suit aussi. Donc, la Gabrielle, le 8 à 10h30. Samedi, Ok. Ensuite, le 12... À 20h, nouvelle soirée débat, pas avec un film, mais avec Luc Cadillon et le CDSPSMS. Le comité de défense du service public de la santé et du médico-social en Bergeracois. Voilà, là c'est, je dirais, un abord peut-être un peu plus politique, un peu plus revendicatif autour de l'état actuellement du secteur, effectivement, avec ce qu'on observe quand même dans les hôpitaux, dans le secteur de la santé, avec des manques de moyens, enfin tout ce qui est... Voilà. C'est-à-dire que quand même, dans la crise un peu actuelle que vit ce secteur-là, il y a la question des moyens, il ne faut pas le nier, il y a quand même... Il y a la santé au travail aussi. Il y a la santé au travail, et puis il y a ces questions aussi autour, donc on évoquait tout à l'heure, autour de la parole, autour de la prise en compte de la capacité à penser des professionnels et tout ça. C'est vrai que c'est un tout, mais là, ça sera un abord peut-être un peu plus... un peu plus politique, mais politique au sens, je dirais, de la cité, de l'organisation de la cité et comment on organise dans la cité le soin ou l'accompagnement des personnes qui sont en difficulté, qui sont en situation de handicap ou autre, quoi. Et là, il y a de quoi dire. Oui. Ensuite, le 13 à Bergerac. Alors ça, c'est à 20h, à la Force. Dans quelle salle, celle-là? Là, c'est à l'espace socioculturel. C'est ce que j'appelais le foyer. Voilà. Oui, parce qu'on a jonglé avec les disponibilités de salles sur la Force, donc là, c'est Donc, le 13, 11, je ne sais plus ce que c'est comme jour. Jeudi 13 novembre, jeudi. À 17h. Voilà. Un atelier graphique, des ateliers graphiques à Bergerac, à la Gabrielle encore. C'est-à-dire qu'après l'atelier d'écriture, là, on va essayer de mettre en forme avec d'autres types d'outils. Donc ça peut être le dessin, la photo, le photomontage. On va voir ensemble. Pas de prérequis non plus, évidemment. On se débrouille avec ça. Ça, c'est mon boulot à moi de faire que tout le monde puisse participer. Et tu as mis autour des ressentis sur le soin et l'accompagnement. Donc d'abord, on va écouter.
chercher à avoir ce qu'on veut dire, et puis on va trouver les moyens ensemble de le dire d'une manière L'idée, c'est ça, c'est de prendre la parole, mais avec des médiations. Avec des médiations, mais peut-être effectivement, bon, ce qu'on dit un peu dans le texte, c'est prendre la parole dans un monde où actuellement, hélas, on a l'impression que parfois il faut plutôt se taire. Et bon, c'était un peu ouvrir à l'expression. Hein. On a intitulé ces ateliers Invitation à l'expression, donc c'est voilà un peu. Bon, on va voir hein, si ça marche. Ça marche toujours, mais... ça marche toujours. Après, je sais pas quelle forme ça va prendre, mais ça marche toujours. Oui. Alors, et on arrive à la dernière soirée, le 14 novembre, à la Force, à la salle. Alors, du espace socio-culturel, ex-foyer rural. Avec le grand Joseph Rouzel. Alors, le grand, il n'est pas très grand. Qui a intitulé sa conférence « Qu'est-ce que je fais Alors, là ?» il a repris le titre qu'on lui a proposé. Il a dit « Oui, de toute façon, je me débrouillerai avec ça, il n'y a pas de problème. » Donc, Joseph Rouzel, donc, il est connu dans le secteur du soin, de l'accompagnement. Il est lui-même psychanalyste. Alors, il est au départ éducateur, hein, il a une formation d'éducateur spécialisé au départ, il a un parcours, donc il a animé des lieux alternatifs, puisqu'il a eu un lieu en Dordogne, hein, il a eu un petit lieu alternatif en Dordogne, il a travaillé avec des marginaux, des toxicomanes, enfin il a une grande expérience, donc psychanalyste, qui exerce en tant que psychanalyste à Montpellier. J'ai vu d'ailleurs qu'il avait généralement des lieux qui étaient assez magnifiques, dans des hôtels particuliers. Ça a l'air pas mal. Hein. Montpellier est une belle ville. Et donc directeur de Psychasoc. Donc Psychasoc, c'est une association qui fait à la fois de la formation, qui fait de la diffusion. Il est l'auteur de je ne sais pas combien de bouquins, mais il en a écrit pas mal. Voilà, donc il se trouve, je connais bien, on se connaît assez bien. Son truc, c'est faire passer une clinique de l'humanité. Voilà, une clinique de l'humain, tout à fait. Oui, avec une préoccupation vraiment, justement, autour de ces questions de l'humain, oui, on pourrait dire presque du simple et du concret, quoi. C'est vraiment un clinicien, quoi. On est dans le dur de la clinique, là, et voilà. Et donc, il a toute une élaboration avec un style, j'ai vu que c'était une sacrée bête, hein. Oui, il a un style, et donc il est connu par ses écrits, hein. Il a écrit beaucoup de livres autour de l'éducation spécialisée, autour de la psychanalyse. Voilà, et donc on l'a invité, il est très content de venir, et c'est quelqu'un qui, je pense, a une facilité de communication, a un langage qui est très direct, qui n'est pas du tout, je dirais, pontifiant et théoricien comme ça, un peu sur son nuage, hein. Il est très, voilà. Donc voilà, on pense que c'est quelqu'un quand même qui peut nous apporter. En tout cas, c'est une très belle clôture, quoi. Voilà, oui, on est très content qu'il puisse venir. On l'a sollicité il y a déjà un petit moment, mais on est très content qu'il puisse venir. Et moi, je l'ai rencontré, on s'est côtoyé dans différentes manifestations. Et voilà, donc, qu'est-ce que je fous là? Il va élaborer. En principe, il arrive, ça, c'est des ennuis techniques. En principe, il arrive, il n'a jamais rien préparé, hein, il arrive et hop, il se met à parler, et puis ça sort tout seul, voilà. Ça coule. Voilà, et puis, on a oublié de préciser, mais il y aura un pot au départ, et il y aura un pot à l'arrivée. Oui, parce que quand même, on est en Dordogne, on est quand en même. Dordogne, et quand même, voilà. D'accord. Justement, sur le problème pratique, tout ça est libre? Oui. Alors, libre avec une participation aux frais. D'accord. Libre. Tu veux dire une corbeille ou un chapeau à la sortie? Voilà, oui, tout à fait. Puisqu'on a quelques frais. Des frais. Les voyages de ce monsieur, par exemple. La diffusion du film, on a des droits de diffusion aussi à payer. Voilà, quelques frais. Je les arrache, on fait un effort et voilà, ne prennent pas trop cher. Non, mais maintenant que je suis rassurée, parce que s'il est formateur au CEF, il a un salaire, ce monsieur, il n'est pas entièrement... Formateur,
Ponctuel. Tu vois, ça a l'air illustré. Comme moi, puisque moi je continue à travailler pour le CEF. Non mais attends, mais toi tu as une retraite. Oui. Lui, il n'est pas encore à la retraite. Voilà. Donc, toi, ça va. En tout cas, oui, c'est prix libre. Voilà. D'accord. Il fallait le dire quand même. Oui, bien sûr. Oui, enfin, il ne faut pas que l'argent soit un obstacle. Non, bien sûr. Absolument. Okay. Voilà. Bon, la Palabre a quelques petites ressources financières, donc on arrive. Puisqu'il se trouve qu'on fait quelques actions de formation. D'accord. Voilà, puisqu'on a, la Palabre, alors on avait un agrément de formation Datadoc, mais on n'a pas continué parce que les agréments de formation maintenant c'est une usine à gaz impossible. Mais enfin, on a quand même un numéro de formateur et on fait encore quelques petites actions de formation. Facturer un peu quelques petits trucs. On arrive un peu à facturer quelques petites formations, donc ce qui nous assure quelques petits revenus. Mais très modeste. Bon, je crois qu'on a tout dit. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose ou vous pensez qu'on a fait le tour? Je te laisse conclure, je dis juste un petit mot avant. Vas-y. C'est que moi, la question de qu'est-ce que je fous là, je pense qu'elle est intéressante à cet endroit-là, mais c'est une bonne question, quoi. Je pense que c'est une bonne question d'une manière générale dans la vie. Et moi, en tant qu'artiste plasticien, c'est une bonne question, quoi, parce que qu'est-ce que je fous là? C'est moi, là, c'est le monde, et fou, c'est qu'est-ce qu'on fait à cet endroit-là, quoi. Voilà. Et donc, c'est une vraie bonne question, quoi. Donc, voilà, je suis content que ça s'appelle comme ça. Voilà. Je ne vois pas ce que je pourrais ajouter. Hein. C'est vrai qu'on souhaiterait que peut-être cette question du « qu'est-ce que je fous là » retrouve un aspect dynamique. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, les professionnels se posent cette question, parce que je crois qu'il faut toujours se la poser, hein, quel que soit, mais se la pose de manière dynamique et pas de manière pessimiste et fermée, comme actuellement on peut ressentir, quoi, où beaucoup disent qu'est-ce que je fous là, j'ai plus rien à foutre là, quoi. Ouais. Certains le disent presque ouvertement, j'ai plus ma place, quoi. Ou quelle est ma place, et c'est ça qu'on voudrait peut-être essayer de... en tout cas, de questionner et puis de dynamiser un petit peu, quoi, hein, avec leurs moyens très modestes. Hein, une toute petite association. Écoutez, je trouve que, en tout cas, on a envie de venir voir. Et j'espère que ça ramènera du monde. On l'espère nous aussi. Et merci d'être venu pour nous parler de tout ça. Jusqu'à la prochaine fois. Merci à vous de votre invitation.